Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Je suis Fabienne Daïti, sexologue, et dans votre rubrique aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la relation amoureuse. Alors restez avec nous. Aujourd'hui, dans notre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler de relations amoureuses. Une relation amoureuse, qu'est-ce qu'elle est? Comment la définir? Quels sont les éléments qui encadrent la relation amoureuse? Tels sont les points aujourd'hui je vais aborder avec vous pour qu'on puisse vraiment, pour que chaque individu, vous qui m'écoutez, vous puissiez vraiment expérimenter la relation amoureuse comme vous l'avez toujours rêvé. Tout simplement, on rêve toujours, on rêve tous, ou du moins, il était une fois. Il était une fois, ils se rencontrèrent, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? On va voir aujourd'hui dans notre rubrique. Alors, la première chose que j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est sur le mot relation amoureuse. Parce que moi, j'aime quelque chose. Vous allez voir dans mes rubriques, j'aime ça définir les choses. Pour moi, quand je définis quelque chose, ça me permet de mieux la comprendre. Et ça me permet aussi de mieux comprendre l'objectif de cette chose-là, de cette situation. Alors, on va voir relation amoureuse. Je vais y aller vraiment comment je pourrais dire, de façon personnelle, pour voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire une relation amoureuse. Je vais vous faire remarquer dans relation amoureuse, il y a le préfixe, dans relation, le préfixe relie. Relation. Relie veut dire, c'est un préfixe en latin qui veut dire religare, donc relier. Donc, premièrement, dans relation amoureuse, on va voir une relation, pour que ça existe, ça doit relier premièrement. Ça doit relier quoi? Ben, ça doit relier deux personnes en amour. Et la deuxième chose que j'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention dans mes recherches à moi-même, dans mes études universitaires, qu'est-ce que j'ai pu remarquer par rapport à l'amour? La science, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à l'amour? C'est que il n'y a pas nécessairement de définition par rapport à l'amour, mais par contre on peut retrouver des comportements, on peut comprendre des comportements, on peut comprendre des sentiments, on peut comprendre des attitudes pour mieux comprendre ce qu'est l'amour. Mais moi, l'une définition concrète de l'amour, oublie ça, vous allez comprendre, c'est vraiment celle qu'on retrouve dans la Bible. Regarde, dans 1 Corinthiens 13, quelque chose comme ça, et ça nous dit, l'amour est patient. Waouh! L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour aime en tout temps. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, il aime en tout temps. Donc finalement, l'amour est, lorsqu'on aime, on aime de façon inconditionnelle. Mais la question que je me pose et que moi j'aimerais ça que vous aussi vous puissiez vous poser, peut-être que vous ne l'avez jamais posé, mais j'aimerais ça que vous puissiez poser la question, est-ce que ce genre d'amour existe? Un amour inconditionnel, un amour qui pardonne tout, un amour qui aime tout. Le tout, ça veut dire quoi? Même les mauvaises choses que tu fais, les bonnes choses, ok, je peux comprendre, même les mauvaises choses que je dois supporter, que je dois aimer, ça c'est... Je trouve que ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, gardez ça en tête tout le long de la rubrique parce qu'on va revenir là-dessus. Et quand j'ai pu comprendre ça et l'avoir défini, l'avoir compris et l'avoir vécu moi-même, parce que je disais,
j'ai vécu des gens de relations amoureuses que je ne comprenais pas pourquoi je suis dans cette relation. J'avais des raisons pour lesquelles j'étais dans cette relation, peut-être des mauvaises raisons. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'on a les mauvaises raisons pour faire quelque chose, c'est sûr que le résultat ne sera pas un succès. Je vais vous donner l'exemple il y a pas longtemps, un petit peu très longtemps, je voulais acheter une maison. J'avais des critères spécifiques. J'avais des critères. Il faut que ça rentre dans les budgets, que ça ne me coûte pas cher. Et la deuxième chose, comme critère, j'aime les maisons en roche. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle Haïti ou peu importe. Mais quand j'arrive devant une maison en roche, en façade de roche, même en pierre, oh que j'aime ça. Je retombe en enfance. Et dans cette recherche de maison, j'avais aussi un agent immobilier. J'avais mes critères, il cherchait pour moi et moi aussi de mon côté je cherchais avec ses seuls critères. Mais je me rappelle au début, je ne lui avais pas donné mes critères, mais je recherchais et il cherchait pour moi. Quand un jour, je lui ai finalement révélé mes critères, il s'est assis avec moi, il a pris mes critères point par point et il les a réévalués avec moi. La première chose, pas cher. Dans le bassin de prix que je voulais à cette époque-là, c'est sûr et certain, le prix que je mettais pour avoir la maison, il n'y a aucune maison digne de ce nom qui valait le prix. Et les seules maisons dignes de ce nom qui avaient le prix que je proposais, ce sont des maisons très éloignées de la ville où que je voulais habiter. Et la deuxième chose qui m'a fait remarquer, les maisons en pierre. Les maisons en pierre, c'est un goût spécial, c'est intéressant. Il m'a fait remarquer que moi, je n'avais pas vu ça avant. Si je devais vendre, parce que c'est ça aussi le but d'avoir une maison, tu l'achètes, même après 20 ans, après 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, peu importe, tu la revends, et quand tu la revends, tu fais des profits. Et c'est là qu'il m'a fait remarquer que si je devais revendre cette maison, c'est pas tout le monde qui aime cette catégorie de maison. Donc, j'allais avoir de la difficulté probablement à vendre cette maison et probablement je pourrais être dans le rouge. Ça ne veut pas dire que j'allais être dans le rouge, mais quand même, je rentre quand même dans mon objectif de façon épeurant, avec la peur, avec la crainte de perdre. En tout cas, Dieu merci, je lui ai fait confiance. J'ai dit, moi, je ne connais rien dans l'achat de la maison, je te fais confiance. Quand je vais avoir une maison, je vais te la présenter et tu vas me donner ton avis professionnel. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il a fait. On a travaillé vraiment en équipe. Pourquoi je vous raconte cela? C'est important. Je suis sûre que là où vous êtes assis, vous avez plein de critères de ce que c'est qu'une relation amoureuse. Vous avez plein de critères, une liste de ce que c'est que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Mais avant tout, est-ce qu'on connaît vraiment, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi la relation amoureuse? Tantôt, je parlais vraiment relégarer, c'est relier deux personnes. Relier deux personnes, deux amours. Donc ça, c'est important, très important. Relier deux personnes qui sont en amour. Mais comment reconnaître deux personnes en amour pour qu'on puisse bâtir une future relation? Comment reconnaître une personne en amour avec moi? Comment l'autre va faire pour reconnaître qu'elle est en amour avec moi pour qu'on puisse bâtir une relation dans le futur? Je peux entrer dans la relation, je peux aller dans n'importe quelle relation, ok, mais si je veux vraiment une relation durable, une relation qui dure, une relation sérieuse, c'est important qu'on puisse, tout comme avec mon agent immobilier, qu'on puisse s'asseoir, que je puisse m'asseoir moi, pour savoir vraiment c'est quoi les critères, des vrais critères.
Parce que moi aussi, au départ, avant d'avoir une vraie relation amoureuse basée sur deux personnes en amour qui s'aiment, j'avais plein de critères. J'aimerais partager avec vous les 5 étapes évaluées par des psychologues qui font en sorte que une relation amoureuse peut fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que les 5 étapes vont être là et puis ça va marcher. Mais si vraiment vous voulez vraiment avoir une relation amoureuse avec quelqu'un et que la personne veut aussi que cette relation amoureuse avec vous fonctionne, voici les 5 étapes que les psychologues à travers le monde ont étudiées. Puis, personnellement, je pense que ça fonctionne. La première étape, c'est la lune de miel. Ça, vraiment, tout le monde peut se reconnaître dans cette étape. Tout le monde. Donc, c'est l'étape vraiment de l'attraction, l'étape de la passion, l'étape de la fusion, l'étape de l'attirance physique. Tu rencontres quelqu'un, elle te tape dans les yeux, tu l'as dans la peau, appelez-le comme vous voulez, tu l'as dans la peau, tu ne fais que penser à lui ou à elle, donc tu la rencontres. Donc ça peut être le début, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, peu importe le temps que ça prend, mais la première étape, c'est au moins c'est important. Beaucoup, on va voir comme, est-ce que c'est la plus importante étape? On va voir plus tard, est-ce qu'elle est la plus importante? Mais cette étape est importante. C'est sûr que là, on est dans un cadre chrétien, vous qui vous regardez, que vous soyez chrétien ou pas, donc c'est important que la personne, vous puissiez vraiment, la personne que vous voyez devant vous, que vous puissiez l'admirer. Ça, c'est important, parce que ça va vous permettre de faire un choix autour de vous. Il y a plein d'autres, comme disait le petit prince, il y a plein de fleurs, mais la fleur que j'ai, elle est spéciale à mes yeux, parce que ce qui est important se voit avec le cœur. Donc, vous allez voir, la première étape, c'est la lune de miel. Elle est nécessaire, justement, pour pouvoir faire un choix parmi tant d'autres. Puis, là, on est vraiment dans le cadre. Quelqu'un va me dire, ben là, on peut être amoureuse de plusieurs personnes. Je suis vraiment dans le général, dans le sens où tu es amoureuse d'une personne spécifique et que tu veux et que tu aimerais dans le futur faire ta vie avec. Donc, la première étape, c'est important, la lune de miel. Pendant cette période, c'est une période de séduction. Ça ne veut pas dire que tu fais exprès pour séduire. Non, c'est une étape où tu aimerais, où l'autre aussi aimerait que l'autre puisse le voir, puisse la voir sous ses meilleurs jours. Donc, on se montre, comment je pourrais dire, sous nos vrais jours. On se montre avec nos plus belles couleurs. On pourrait même dire qu'on se met sur nos 31. On fait tout pour que l'autre nous aperçoive, pour que l'autre nous aime. Et les qualités insoupçonnées que même nous, on n'a pas, on va même travailler très très fort pour avoir ces qualités, juste pour être remarqué par l'autre, juste pour séduire l'autre. Comment je peux dire, il y a un danger, il y a un petit danger. Il y a un danger lorsqu'on fait tellement tout pour séduire l'autre, on finit par ne plus être soi-même. On montre des côtés qu'on n'a pas. On va voir plus tard, ça va avoir des répercussions sur la relation à long terme. À force de vouloir bien paraître, comment je pourrais dire, il y a un côté de nous, le côté sombre en nous, on ne veut pas le montrer à l'autre. Donc c'est important. Comme je dis, la première chose, c'est l'étape de la lune de miel, de l'attirance physique. Ça, c'est important. Des fois, j'entends des chrétiens qui pensent que Dieu va leur donner quelqu'un qui ne leur plaît pas, ou tout simplement parce que la personne est spirituelle. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça n'a rien à voir. Que la personne est spirituelle, c'est sa mission de vie. Ça ne doit rien avoir avec ta relation amoureuse. Parce que lorsque tu vas vivre avec cette personne, ce n'est, oui, le pasteur ou le leader spirituel, mais à la maison, c'est la vraie personne que tu vas découvrir. C'est la vraie personne à l'intérieur que tu vas vraiment découvrir. Alors vraiment, fais attention, surtout comme chrétien, de ne pas tomber dans ce piège. Oh, il est spirituel, elle est spirituelle, elle est responsable de la chorale, ou il est responsable de tel ministère, il doit être charmant, elle doit être charmante.
ne tombe pas dans ce piège. Fais plutôt comme Jacob, d'être amoureux tellement de quelqu'un. Je ne dis pas qu'il faut être prêt à travailler ses temps, c'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire, mais au moins d'avoir la personne dans la peau, c'est important. C'est important d'être attiré, d'admirer la personne pour ses qualités, pour sa personnalité, parce que c'est ça qui va, comment je pourrais dire, c'est avec cette personne-là, c'est avec cette qualité que tu vas vivre plus tard. La deuxième étape, c'est l'étape de la lutte de pouvoir. C'est la période d'adaptation. Donc, encore une fois, je reviens. Si dans la lune de miel, la période de l'attirance physique, l'attraction, la passion, la personne s'est montrée vraiment, comment je pourrais dire, s'est éloignée de sa vraie réalité, quand je vais découvrir l'autre telle qu'elle est, tel qu'il est en réalité, je risque de tomber de très haut. Je risque de tomber dans les nuages. On pourrait même dire, je risque de tomber dans les patates, si je peux me permettre cette expression. Parce que la personne voulait juste séduire, voulait juste tout simplement se montrer sous ses vrais jours. Et là, il y a une partie que je n'ai pas pu cerner. Donc si j'ai passé beaucoup de temps à faire semblant, je sais pas, 6 mois, c'est 3 mois, c'est correct, 6 mois, 1 an, mais après 1 an, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit débloquer. Je dois commencer à m'ouvrir à l'autre. Je sais qu'il y a la gêne, il y a la timidité, il y a nos expériences passées, des fois qu'on ne veut pas nécessairement expliquer à tout le monde, mais quand même quand tu veux vivre avec quelqu'un, si c'est une relation sérieuse, que tu cherches une relation amoureuse, que tu ne veux pas perdre ton temps, comment je pourrais dire, à embrasser tous les crapauds du monde, ben autant à se dévoiler. Se dévoiler à l'autre, c'est pas toujours facile. Mais quand on aime, comme on dit, l'amour pardonne tout, l'amour aime tout. Quand on aime, on arrive au fur et à mesure dans le processus de la relation à se dévoiler. Malheureusement, tantôt on parlait de la lune de miel, la plupart des personnes qui se marient, vraiment, la plupart des personnes qui se marient, on pourrait même dire 50% des personnes se marient dans la période de lune de miel. Ils connaissent seulement une facette de leur partenaire. Ils ne connaissent pas toutes les facettes. Et ça, c'est dangereux. Ils ne connaissent pas vraiment les revers du partenaire ou de la partenaire. Ils ne connaissent pas ses faiblesses, ils ne connaissent pas ses défauts. La plupart du temps, lorsqu'on a des faiblesses, on a des défauts, nos amis connaissent nos faiblesses, notre famille les connaît. Mais est-ce que la personne avec qui je veux partager ou qui partage ma vie, est-ce qu'elle me connaît? Parce que lorsque je vais arriver à vivre avec la personne, tôt ou tard, il y a plein d'expressions que je pourrais dire, l'eau retourne à la rivière. La personne ne peut pas se cacher. Les vrais traits, la vraie personnalité va finir par sortir, va finir par exploser. Et c'est là que peut-être dans mon sens à moi, beaucoup de couples explosent. Beaucoup de couples éclatent parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Il y en a même qui vont penser que l'autre l'a trompé. Maintenant qu'on s'est marié, mais tu ne m'as pas dit tu étais comme ça, tu ne m'avais pas montré. Non. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, se dévoiler, c'est toujours difficile. Des fois, on veut cacher les choses dans notre vie, qu'on ne veut pas le dire à l'autre, parce qu'on en a honte. On a peur de ces choses, on a peur que l'autre nous rejette. Donc, c'est toujours un réfléchi un petit peu plus, réfléchi 2 fois plus avant de rentrer dans une relation, surtout aller dans un mariage sans vraiment se dévoiler à l'autre qu'on aime. Je ne dis pas, même nous des fois, on ne se connaît pas totalement à 100%, parce que nous sommes tous dans un processus. Nous sommes tous dans un processus. Et dans ce processus,
nous-mêmes, on arrive à se découvrir. Donc, je vous encourage, si vous fréquentez quelqu'un, faites pas l'erreur de beaucoup de personnes dans la lune de miel, dans cette fusion, dans cette passion, ils se marient et ils ne se connaissent pas. Ça, c'est très important. Je peux pas dire, je me suis mariée et j'ai pas pu faire cette erreur parce que dans le passé, j'ai fait cette erreur. Mais quand je suis vraiment rentrée dans un mariage, vraiment c'était sérieux avec la personne, j'ai pris le temps vraiment de me dévoiler au fur et à mesure, en compte-gouttes, comme je le pouvais, dépendamment de ma personnalité. Donc j'ai pu le faire. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à le faire, de ne pas vraiment transgresser cette étape-là, dépasser se marier sans vraiment vous connaître vraiment, sans connaître les faiblesses de la personne, sans connaître les faiblesses de quelqu'un. Ça, c'est important. Et des fois, on n'en a pas juste une faiblesse, on en a plein. Des fois, il y a des vices, des vices cachés qu'on a. Ne faites pas l'erreur de les cacher à votre futur partenaire, parce que ça peut nuire à la relation jusqu'à même briser, détruire la relation. Donc c'est important. Donc comme je le dis, vraiment beaucoup de couples se marient dans la première étape, mais finissent par divorcer. Parce qu'on sait que selon les statistiques, un couple sur deux divorce. Un couple sur deux divorce. Après 3-4 années, un petit peu, c'est ça la moyenne. 3-4 années environ. Donc faites pas l'erreur. Un mariage, c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Mais quand on ne prend pas vraiment le temps pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse, la base même de la relation amoureuse, mais plus tard on risque de le regretter. Donc la deuxième étape, c'est la lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir, c'est qu'on arrive là, on s'est marié avec un rêve et dans la réalité, c'est plus le rêve. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de lutter pour que l'autre change. Mais c'est déjà une lutte perdue d'avance, parce que l'autre a des faiblesses, l'autre a des forces, mais aussi il a des faiblesses. Et ça, c'est vraiment quand on arrive à accepter l'autre tel qu'il est, c'est ça qui fait la force de la relation. Accepter l'autre avec ses forces, avec ses faiblesses. Et qu'il vous accepte avec vos forces, avec vos faiblesses, c'est ça qui est important. Lorsqu'on arrive vraiment à surmonter cette étape, c'est là que la relation commence vraiment à, comment je pourrais dire, aller à un autre niveau. Il y a un partage de soi. Je me dévoile à toi, tu te dévoiles à moi, je te découvre, tu me découvres. Et là, c'est comme un partage passionné. La relation va aller de mieux en mieux. La relation va vraiment grandir, la relation va maturer. Comment je pourrais dire, on arrive à comprendre que l'autre est différent de moi, je suis différente de l'autre. On est là pour se complémenter, on n'est pas là pour se fusionner, pour se ressembler, on est là vraiment pour se complémenter. Peut-être qu'il y en a un qui est plus patient, l'autre est moins patient. Ben, la patience de l'autre va venir complémenter des fois l'impatience de l'autre, et des fois c'est le contraire, des fois c'est la femme, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, il doit y avoir une complémentarité, mais quand même c'est un processus où chacun travaille, où chacun s'améliore dans ses forces, et chacun travaille aussi dans ses faiblesses. Il y a aussi quand la quatrième étape qui est l'engagement. Là, on parlait avant de partage de pouvoir. Donc, on se complémente, on accepte les différences de l'autre, mais la quatrième étape, c'est l'engagement. Donc, quand on arrive à se connaître, à se complémenter, si je peux dire, tu es mon complément, je suis ton complément, mais pourquoi pas? J'aime ce que je vois, j'aime ce que tu me présentes de toi, et tu aimes ce que je présente de moi-même. Alors, c'est là qu'un engagement sérieux peut se faire. Donc, c'est vraiment important. Donc,
quand je suis capable de passer par-dessus ma gêne, par-dessus ma timidité pour me dévoiler, c'est là qu'un engagement peut avoir lieu. C'est là que la relation va mûrir, la relation va vraiment aller à un autre niveau supérieur. Donc, comment je peux dire, si on était par exemple au départ dans la passion, cette passion, elle est nécessaire au début pour se choisir parmi tant d'autres. Mais il ne faut pas qu'on fasse non plus l'erreur de toujours rechercher cette passion du début. Cette passion du début va se transformer en quelque chose d'infiniment plus grand. Parce que la passion du début est futile. La passion du début est quelque chose qui était basé sur les sens. Je te vois, ça se peut que tu me plais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais quand on arrive à s'engager parce que je te connais pour qui tu es, là, c'est là vraiment, ça va naître une relation d'amour. C'est là que la fusion va naître. C'est là que la lune de miel, à mon sens, va commencer. Parce que là, c'est là que je vais pouvoir, comment je pourrais dire, travailler sur la relation, travailler sur qui je suis pour que la relation puisse aller à un autre niveau. Et la cinquième étape que je pourrais dire, c'est que à force d'avoir traversé les choses, on devient des modèles pour les autres. À force d'avoir traversé des modèles, donc notre relation va grandir. On s'est engagé pour le meilleur et pour le pire. Moi, ce que je tiens vraiment à vous dire, ne vous engagez pas dans une relation pour le meilleur et pour le pire avec quelqu'un alors que vous ne le connaissez même pas, alors que vous ne connaissez pas ses faiblesses, alors que vous ne connaissez pas ses envers, alors que vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui peut le faire fléchir, si je peux me permettre de cette façon-là, qu'est-ce qui peut être des tentations dans la vie de la personne. Parce que si Jésus lui-même a été tenté, à plus forte raison, des humains comme nous, qui vivons, comment je pourrais dire, dans la chair, qui vivons, comment je pourrais dire, avec un environnement plutôt visuel, avec nos sens, avant tout. Je ne dis pas qu'on n'est pas spirituel, mais avant tout, on a été éduqués à vivre, à comprendre, à toucher le monde, à comprendre, à explorer le monde au travers de nos 5 sens. Donc, c'est important si on veut vraiment construire une relation d'amour, comment je pourrais dire, profonde, qu'on puisse connaître la personne dans sa vraie nature. Dans sa vraie nature, que Dieu l'ait transformé ou pas. Connaissez vraiment votre partenaire dans sa nature, avant même que Dieu la transforme. Parce que cette même nature peut être des fois des tentations pour nous affaiblir. Et si c'est vraiment de l'amour, si c'est vraiment la personne que tu aimes, connaissant sa vraie nature, connaissant ses faiblesses, c'est de cette façon-là que chacun dans la relation, vous pouvez vous soutenir les uns les autres. Et je trouve ça extraordinaire. Et moi, je crois que Dieu veut que chacun puisse vivre une relation d'amour extraordinaire. Je crois que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne et parfaite. Je crois que Dieu veut que vous puissiez vivre une relation et vous puissiez vous dire, ils vécurent heureux, ils se sont rencontrés, ils vécurent heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants, peu importe que vous voulez des enfants ou pas, au moins que vous puissiez vivre heureux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de vivre avec la bonne personne. C'est vraiment un cadeau du ciel d'avoir la bonne personne à vos côtés. On peut se marier, regarde, c'est sûr, on peut se marier pour toutes sortes de raisons, mais faites pas l'erreur vraiment de rentrer dans une relation amoureuse sans même comprendre le fondement même de la relation. La relation amoureuse, une relation de couple, c'est fait pour relier deux personnes, relier deux amours. Mais avant tout, pour relier deux amours, il faut au moins relier deux cœurs. Apprenez à comprendre le cœur de votre partenaire. S'il y a un verset que j'aimerais ça vous laisser, c'est
ça ne parle pas nécessairement de l'amour entre un homme et une femme, mais j'aime bien ce verset. Et c'est dans 1 Samuel 18, le verset 1, la version Louis II. C'est dit, et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Je prie pour toi que tu puisses aimer le partenaire ou la partenaire que vous avez dans votre vie ou que vous allez rencontrer, que votre âme puisse se lier. Et vous allez voir que même dans les écrits scientifiques, on dit que pour qu'une relation vraiment puisse subsister, puisse résister au temps, pour qu'une relation amoureuse, une relation de couple puisse être vraiment solide, elle doit être basée, elle est basée sur trois choses: la passion, l'intimité et l'engagement. On a parlé un petit peu de ces trois éléments dans les 5 étapes de la relation amoureuse. Mais vous savez quoi? De ces trois piliers, la relation de couple, qu'est-ce qui fait qu'elle va être solide? C'est la relation, c'est l'intimité. L'intimité, c'est le lien d'amitié, c'est le lien d'amour, c'est le lien d'affection que vous allez avoir ensemble. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je voulais vraiment que vous laissiez vraiment, vous laisser avec ce verset, que vos deux âmes puissent être liées. Avant vraiment de rentrer dans une relation de couple sérieuse, avant de vous marier, assurez-vous que votre âme soit connectée l'un à l'autre, que vous puissiez connaître l'autre comme vous connaissez vous-même, avec vos forces et avec vos faiblesses. Comme ça, vous n'allez pas trop demander à l'autre, vous n'allez pas avoir trop d'attentes envers l'autre. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette rubrique, j'espère que vous allez partager cette rubrique avec vos amis, j'espère que vous allez liker. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui se trouve au bas de l'écran. Alors, sur ce, je vous souhaite de trouver votre âme avec qui vous allez vous lier d'amitié, votre âme avec qui vous allez vous lier d'amour, et vous allez dire, ils vécurent heureux, ils se sont rencontrés et ils vécurent heureux. Alors, à la prochaine pour une prochaine rubrique. Merci.